Nous allons commencer. Merci d'être venu nous écouter. Donc cette conférence à 3 voix, mais presque 4, puisque Juliette Robin, ici dans la salle, a participé également à la préparation, va porter sur les livres et la fête populaire dans les collections de la bibliothèque de l'INHA. La bibliothèque de l'INHA conserve en effet un très grand nombre de livres, dits livres de fête, sans doute entre 1200 et 1500, puisque 1200 sont bien identifiés, mais au fil des consultations, nous en découvrons d'autres. Et ces livres de fête donc, ont fait l'objet, pour une partie d'entre eux, d'un programme de recherche de l'INHA entre 2006 et 2010, et sont donc identifiés dans une base consultable dans Agora. Il s'agissait à l'époque de recenser essentiellement les livres liés à des fêtes de cour ayant eu lieu de la fin du XVe siècle à 1815. Les livres que nous allons vous présenter aujourd'hui ne relèvent pas de cette catégorie, mais s'attachent plutôt à représenter des fêtes dites populaires. Alors nous allons voir à travers ces différents exemples à quel point elles sont populaires ou pas et l'image que ces livres en donnent. Et nous avons également choisi une période donc postérieure à 1815, parfois légèrement, mais parfois assez nettement postérieure, ce qui nous permet de mettre en lumière donc un aspect encore méconnu de cette très riche part des collections de la bibliothèque. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, un bref résumé sur le fondateur donc, de la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est une des deux composantes de l'actuelle bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, qui fusionne donc l'ABCML, la Bibliothèque centrale des musées nationaux, et la bibliothèque d'art et d'archéologie. Les livres dont nous allons vous parler sont issus de la bibliothèque d'art et d'archéologie, donc fondée au début du XXe siècle par Jacques Doucet, qui est un grand couturier, un mécène et un collectionneur. Il commence très jeune à s'intéresser à l'art, puisqu'il achète ses premiers tableaux alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Et assez rapidement, il se concentre sur l'art du XVIIIe siècle, sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de peinture, de dessin ou encore d'art décoratif. Il fait construire un hôtel particulier rue Spontini pour déployer ses collections, et s'intéresse donc parallèlement aussi aux livres, essayant de documenter sa collection. Un des premiers achats importants de livres dont nous avons connaissance est l'achat de lots de catalogues de vente d'objets d'art et d'art en 1897 à la vente Foulque, la vente du baron Pichon. On sait que par la suite, donc, Jacques Doucet entretient des contacts réguliers avec certains libraires, certains bibliophiles, pour accroître sa collection, qui comprend donc de plus en plus d'ouvrages, et parmi ces ouvrages, des ouvrages abondamment illustrés qu'il choisit avec grand soin, qu'il s'agisse de livres d'architecture, de recueils d'ornements ou de livres de fête. En ce qui concerne les livres de fête, il est au moins à partir de 1907 en contact avec un bibliophile dont on ne sait pas encore très bien s'il a eu également des activités de libraire, qui s'appelle Georges Hermal, et dont nous conservons actuellement plus de 480 notes dispersées dans les livres et que nous essayons d'identifier peu à peu. Ces notes en fait étaient destinées à Jacques Doucet et lui permettait sans doute d'évaluer l'intérêt des livres qu'il se proposait d'acheter. On voit là donc une petite note décrivant un ouvrage dont je vais vous parler tout de suite, qui est l'entrée de la reine Christine de Suède à Rome en 1655. Mais vous voyez aussi également ici une autre source importante de livres de fête, qui est l'ancienne collection Ruggieri, les Ruggieri étant une dynastie d'artificiers donc, qui ont travaillé sur toutes les fêtes royales pendant tout l'Ancien Régime, et dont le dernier représentant, celui qui a conçu cet ex-libris, enfin qui utilisait cet ex-libris, a été artificier de Napoléon III et qui vend sa collection en 1873, une autre partie étant vendue à son décès en 1885.
Donc, ce sont des sources importantes pour la collection. Et on voit ici donc un des exemples de ce que Jacques Doucet a acheté auprès de Georges Hermal. Donc, cet ouvrage sur l'entrée de Christine de Suède à Rome. La disposition donc de ce cortège en fait qui l'amène des portes de Rome jusqu'à Saint-Pierre en passant par le château Saint-Ange, oui c'est ça, avec donc un feu d'artifice assez impressionnant, est à retenir puisque c'est une disposition que nous allons retrouver au fil des exemples. Et qui montre, alors c'est peut-être pas très visible, mais vous voyez sous l'image quelques textes. Il s'agit en fait de l'identification grâce à des petits numéros des personnages présents en fait dans ce cortège et leur ordre a son importance. La collection constituée par Jacques Doucet est extrêmement importante, donc de par la rareté des exemplaires choisis grâce à l'expertise de Georges Hermal et des autres libraires auxquels il fait appel, mais elle est aussi importante par sa diversité, sa variété. Elle couvre en effet la quasi-totalité des pays producteurs de livres de fête, c'est-à-dire une grande partie de l'Europe et même une petite partie de l'Amérique du Sud, dans le cadre de l'Empire espagnol. Et vous voyez ici donc une des images les plus connues de cette collection, donc, qui est issue de la pompe funèbre de Charles Quint, puisque ce qui est indiqué donc, autour du navire de Charles Quint, ce sont les multiples possessions de Charles Quint, et la collection finalement est à l'image de ces multiples possessions, puisque nous conservons des ouvrages qui viennent aussi bien de Flandre, d'Espagne, d'Italie bien sûr, de France, des pays germaniques, les deux pays les plus représentés étant l'Italie pour à peu près 35% et la France pour à peu près 25%. Toujours issu de cette même pompe funèbre, on voit un peu les éléments constitutifs de ce type d'ouvrage, avec très souvent une page de titre très ornée, ici avec donc les emblèmes de Charles Quint, mais aussi de nouveau, comme dans l'entrée de Christine de Suède, la description du cortège et surtout, vous le voyez avec le terme ordo qui est vraiment mis en exergue sur l'illustration du bas, l'importance de décrire l'ordre dans lequel se passe la procession, où se déroule le cortège, avec les bannières, les chevaux caparaçonnés et ce qui bientôt deviendra un char, le char étant ici unique, on l'a vu donc avec cette représentation d'un navire. L'extension de la collection est aussi grande d'un point de vue chronologique, puisqu'elle débute à la toute fin du XVe siècle pour se prolonger jusqu'au début du XXe siècle, permettant aussi d'avoir un panorama de toutes les techniques de gravure et de reproduction d'images au fil du temps, toutes les modalités aussi d'insertion ou pas d'ailleurs des images dans le livre et de rapport entre texte et images. Vous avez d'ailleurs l'illustration qui commence par Sacre. En fait, c'est l'ouvrage le plus ancien de la collection, donc il date de 1498. Ces ouvrages reflètent également une grande diversité de circonstances, puisque ils étaient destinés en fait à marquer et à transmettre de manière durable l'existence donc des grands événements de la vie des souverains ou des princes, puis plus tardivement avec la fin de l'Ancien Régime, les fêtes donc organisées par les différents pouvoirs. On le voit par exemple avec en 1801 cette fête du 14 juillet. La diversité des supports est également grande. Vous avez ici par exemple 2 estampes, dont une pour le mariage de Louis XIV, qui finalement, d'un point de vue stylistique, n'est pas très éloignée
de l'exemple de 1498 et qui par contre contraste très grandement avec les publications plus savantes faites pour le même mariage au milieu du XVIIe siècle. Pour en venir au fait du XIXe siècle, quelques exemples, essentiellement 3, donc, qui montrent l'importance en fait de la réactivation de questions historiques et de fêtes anciennes. On le voit ici par exemple à Douai avec une fête de la société de bienfaisance qui en fait essaie dans une sorte de fusion en fait de plusieurs entrées royales, ducales, princières, de représenter ce qu'était une entrée au Moyen-Âge. Voilà, on voit la difficulté aussi de représenter de manière convenable dans un ouvrage relié des cortèges donc, qui se déroulent sur des mètres et des mètres, puisque on le voit par exemple là, un des tableaux est coupé en 2 en plein milieu d'une page. Donc ça, dans un autre cas, on colle en fait un bout de l'image à ce que peut contenir le livre. Et on voit dans ce type d'ouvrage donc la reprise de motifs anciens de manière extrêmement abondante, donc dans un essai de renouer avec un passé lointain et avec donc une histoire locale prestigieuse. Un autre exemple de fête organisée par une société de bienfaisance, ce sont les fêtes organisées par la Société des Incas à Valenciennes, qui prennent, elles, en fait, aussi un tour plus social, dans le sens aussi de valorisation des activités économiques, à travers donc, les grandes inventions. On voit ici l'invention de l'imprimerie, mais aussi à travers la valorisation donc, des industries locales. On y reviendra rapidement. La fête sur laquelle je voudrais vous présenter un peu plus d'images, c'est une fête organisée à Strasbourg en 1840, la fête de Gutenberg, qui donne lieu donc à un ouvrage qui est une prouesse éditoriale, puisque ce sont les tout débuts de la chromolithographie, mais aussi qui donne lieu à une mise en ordre des métiers, en particulier des métiers du livre, à travers leur image et la représentation du cortège. Donc on voit là ici donc la qualité de la mise en couleur des planches. Sont représentés donc tous les métiers, sachant que les corporations étaient abolies sous la Révolution, donc c'est aussi une forme de retour à une structuration passée de la société. Et là, en comparaison, donc, une des planches de la fête des Incas de Valenciennes, où on retrouve aussi cette valorisation de l'agriculture à travers des cortèges à peu près identiques. Là, de nouveau, pour vous montrer la qualité des nuances de couleurs, il y a aussi des rehauts de couleurs faits à la main. Là, de nouveau, donc, une planche des Incas, de la fête des Incas à Valenciennes. Et donc, à la fin de ce cortège, la valorisation des métiers du livre, en hommage à Gutenberg, la date de 1840 n'étant pas anodine, puisque c'est un moyen, en fait, d'affirmer pour les Strasbourgeois que l'imprimerie a été inventée en 1440 à Strasbourg, et absolument pas à Mayence. Donc on le voit avec les papetiers, les lithographes, les relieurs et les typographes, avec à chaque fois donc, la bannière qui précède, mais surtout sur le char des ouvriers au travail. Donc c'est un renversement en fait de ce qui est censé être une fête populaire, qui devrait être donc un jour chômé dédié aux loisirs et au plaisir. Au sein de cette fête, on a une valorisation de la structuration de la société en métier et du travail, les ouvriers étant effectivement mis à la place du souverain ou du symbole du souverain sur un char, mais avec leurs outils de production et travaillant tout au long du cortège, distribuant leur production, par exemple sur le char des lithographes, des reproductions de la statue de Gutenberg qui vient d'être inaugurée sont distribuées à la foule. On voit donc le réemploi aussi des anciennes bannières liées aux corporations. Et bien sûr,
ce qui est très très important au XIXe siècle, la valorisation des grands hommes. L'auteur donc de cet ouvrage étant lui-même un lithographe, il ne peut s'empêcher de mettre en avant à côté de Gutenberg, Sennenfelder, donc l'inventeur de la lithographie. Les premiers imprimeurs strasbourgeois sont évidemment mis à l'honneur également, et le livre bien sûr qui en majesté donc clôt la procession. C'est un livre bibliothèque en fait, puisqu'à l'intérieur sont présentés 200 ouvrages, chefs-d'œuvre typographiques de l'imprimerie strasbourgeoise. Je vais poursuivre, on va se passer le relais, le micro. Je vais vous présenter un choix de quelques ouvrages. Je voulais d'abord remercier aussi les collègues de la bibliothèque, Caroline Fieschipi et aussi Juliette Robin, qui nous ont signalé l'existence de ces livres de fête du 19e siècle, et puis Antonin Liattard qui a fait tout un travail de prospection aussi dans les fonds. Là, je vais vous présenter quelques occurrences de la fête des vignerons de Vevey. Vevey en Suisse, entre Lausanne et Montreux, sur les rives du lac Léman, où la fête des vignerons a lieu environ 5 fois par siècle, une fois par génération, et célèbre avec prix, récompenses, spectacles et parades la culture de la vigne et du vin dans le canton de Vaud. Une fête populaire, mais on verra les paradoxes que Caroline a déjà aussi évoqués, dont les dimensions politiques sont loin d'être négligeables. Une fête qui existerait depuis le XVIIe siècle, mais dont les traces remontent uniquement à 1797, une période aussi où, sous l'impulsion des fêtes révolutionnaires, ces fêtes populaires et champêtres se développent. Ce qu'on a en France, on peut aussi le percevoir en Suisse. La fête des vignerons de Vevey est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je le cite, et si vous voulez y aller, ça a lieu cette année. La dernière, c'était 1999. C'est un rituel collectif, un moment qui joue comme les fêtes royales, et là je cite Guillaume Mazot qui a travaillé sur les fêtes révolutionnaires, qui joue la même fonction de vérification de la légitimité du pouvoir et de la solidité des liens sociaux. La fête des vignerons de Vevey a donné lieu à une activité éditoriale. Alors ça, c'est donner une image de 1905, je reviendrai sur ces quelques photos à la fin. Une activité éditoriale, donc avec la publication de livres, de livrets, d'albums, dont certains ont été acquis par Jacques Doucet. Alors comment le livre se fait-il le témoignage de la fête populaire, avec les paradoxes que cela comprend, le lien non seulement fête populaire, mais entre livre et fête populaire. Je vais tenter de montrer brièvement comment le livre, durant la première moitié du 19e, s'est fait l'écho des sources de la fête, plus que de la fête elle-même, et comment le livre transmet l'image du cortège que Guillaume Mazot décrit comme, je cite, « ces tableaux mobiles dans lesquels la société organique déplie ses corps dans la cité ». Comme de nombreux livres de fêtes bien antérieurs, les livres relatant la fête des vignerons comportent une description du programme complet, avec l'ordre de parade, par division des vignerons de printemps, division des jardiniers, des jardinières, division de Bacchus, avec des hymnes, récitatifs, invocations, chœurs, etc., suivis d'un ballet dansé par les faunes et bacchantes. Et puis, on a une description, une notice historique qui vient compléter l'ouvrage, notamment dans cet ouvrage de 1819, où est évoquée l'imitation des fêtes que les Athéniens célébraient annuellement à l'honneur de Cérès et de Bacchus. Au fur et à mesure de l'évolution de la fête, depuis la fin du XVIIIe, on a cette part du cortège qui devient de plus en plus importante grâce à des financements des grands propriétaires qui vont abonder dans ce sens. Et le cortège prenant une ampleur plus importante, là je cite encore l'ouvrage de 1819, on introduisit les allégories de la fable dans la procession. Et la notice historique pour ce livre de 1819, elle est assez intéressante à plusieurs titres. Outre l'ancrage dans une antiquité fantasmée, celle de la fable, elle insiste sur la nécessité de célébrer une paix générale en Europe après les années de guerre et de deuil, louant également le gouvernement paternel, n'oubliant ainsi jamais la dimension politique de cette fête dite populaire. Les allégories de la fable reviennent dans la description de la parade, où il est question de la grande course des faunes et bacchantes qui aura lieu de manière à imiter, encore une fois imiter, ce qui est rapporté dans la fable de ces danses connues sous le nom de bacchanales.
La danse prend donc pour modèle une iconographie bien connue, des bacchanales, du cortège de Bacchus et de Silène. Là, j'ai pris un exemple, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, de Carache, le triomphe de Bacchus. Le livre, alors ça, je pourrais y revenir peut-être après, le livre ne cherche pas à reproduire directement la fête, mais reproduit plutôt les codes et les références de la fête, avec quelques personnages par division. On a donc le cortège de Bacchus avec la grappe de Canaan, à laquelle s'ajoutent les métiers, les vignerons de printemps, certaines techniques viticoles, certains outils, le char de Noé, premier vigneron, j'ai un gros plan. Si les seules images montrent un mélange entre la référence antique, les références historiques, l'ancrage dans le contexte local de Vevey, les paroles de certaines chansons sont encore plus explicites. Et là, je prends un exemplaire de 1833 avec la page des couplets de Silène. Et j'ai mis en regard une image de l'ouvrage de 1819 et puis une petite photo de 1905. Le couplet de Silène qui dit « On a dit que dans la Grèce, jadis Silène était née. Eh bien moi, je vous confesse que le fait est erroné. Non, j'ai reçu la naissance sur ces verdoyants coteaux où l'on trouve en abondance vin d'Ivorne et de Lavaux. D'un grec ai-je l'encolure, moi je suis un bon bourgeois, je saurais par aventure même chanter en patois. Et Silène vous assure qu'il ne donnait autrefois à Bacchus pour nourriture que des meilleurs plans vaudois. » Donc, le livre est pensé dans la lecture conjointe entre texte et image, et la présence des paroles de la chanson est essentielle, puisqu'elle fournit le contexte sonore de la fête. Et ça, le texte, si on regarde bien, notamment pour 1833, on a principalement les paroles des chansons. Les planches de l'ouvrage de 1819 se déplient les unes après les autres. Donc, ne se donnent pas à voir directement sur la page. Pour vous montrer, elles sont colorées à la main. Les planches de l'ouvrage de 1833, par contre, fonctionnent différemment. En 1833, on a un ouvrage qui présente des épisodes distincts en pleine page, alors que vous aviez ici des planches qui pouvaient être rajoutées selon la reliure, et donc les volumes pouvaient être différents selon les propriétaires qui avaient fait relier l'ensemble. L'ouvrage de 1833, lui, a un format assez différent. Donc, j'ai des épisodes en pleine page, et puis vous avez ensuite une page là, qui se déplie avec la parade dans son intégralité, avec un traitement par registre. Et là, c'est une représentation extrêmement classique dans les livres de fête. Je vous ai pris un autre exemple beaucoup plus élaboré, beaucoup plus ambitieux, mais là de 1608 pour le mariage de Côme de Médicis. Si on revient à donc, cette présentation de la parade dans son intégralité, le traitement par registre permet deux choses. La première, montrer l'intégralité de la parade d'un seul coup d'œil, ce que le spectateur bien sûr ne pourra jamais faire, présenter une synthèse omnisciente de la parade, et transmettre un effet de masse par la présence de plusieurs personnages identiques juxtaposés. Cet effet de foule n'est pas présent dans l'ouvrage de 1819, puisque celui-ci cherchait plutôt à distinguer une typologie des participants à la parade, avec une abondance de détails, une attention non pas exactement au témoignage, mais à la qualité esthétique d'une image fantasmée de la fête, et aussi une présentation de la société vaudoise. L'évolution des livres et des albums pour la fête des vignerons de Vevey est particulièrement éclairante sur ce point, et je voudrais regarder plus précisément comment le livre permet de donner l'image de la parade. Alors, 1833, ce qui est aussi étonnant pour la fête des vignerons de Vevey, c'est qu'on a par occurrence plusieurs ouvrages, et certains qui sont plusieurs ouvrages officiels, ce qui est aussi assez troublant. Pour 1833, on a d'autres planches, et notamment, je vous montre celle-ci, on a deux exemples à la bibliothèque de l'INHA, et des planches qui sont réalisées ici par un peintre, surtout un peintre de paysage originaire de Vevey, qui était enseignant à l'école des beaux-arts de Vevey. Ce format ici à l'italienne, et on a ces planches similaires qui sont aussi reliées en rouleau. Voilà, là un exemple des planches qui vont être reliées non pas là dans un ouvrage une par une, donc avec on pourra avoir la parade, on est obligé de tourner les pages, alors que là on a un rouleau qui peut faire jusqu'à 14 mètres.
Et si on compare ces planches avec celles de 1819, on constate certes de nombreuses similitudes iconographiques, mais surtout une multiplication du nombre de personnages. Alors, par exemple, ici, les porteurs d'attributs, une comparaison entre 1819 et 1833. Et on a des personnages qui sont quasiment identiques, juste des questions de costume, je crois que je vous ai mis, voilà, de positionnement des visages, et qui permettent de donner un effet de foule et surtout de transmettre une atmosphère, un rassemblement populaire. C'est vraiment transmettre l'idée du rassemblement populaire. Mais la parade a toujours lieu sur la page. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de mise en contexte urbain, on n'a toujours pas de lieu qui serait plus précisément représenté. Et le format du rouleau montre encore une fois que la page du livre est un petit peu le lieu métaphorique de la fête. La page, en quelque sorte, on assume que l'espace de la page est le lieu de la parade pour le lecteur. Et c'est pas sans faire penser au texte. Louis Marin a écrit un beau texte sur la sémiotique du cortège et de la parade, où il montre comment la procession a une logique interne, une durée autonome, et que la procession permet une organisation de l'espace qui devient un lieu. Il parle vraiment de la transposition entre espace et lieu. Et là, finalement, la représentation de la parade que nous avons donc ici transforme l'espace de la page du livre en lieu. Et si on observe d'autres ouvrages qui ne sont pas cette fois dans les collections de l'INHA, mais qui permettent de comprendre un petit peu l'évolution de ces représentations de la fête des vignerons et d'une fête populaire historique, on voit que cette dimension de la page comme lieu métaphorique tend à disparaître au fur et à mesure des évolutions de la fête elle-même. Par exemple, en 1865, on a ici, on va montrer des métiers, des costumes. On n'a quasiment plus aucun vêtement à l'antique. On a certes une référence au mythe dionysiaque, mais qui revêt d'autres formes. Ça, c'est pas que présent, hein, bien sûr, dans ces livres de fête. On a exactement la même chose dans un ballet de 1841, Gisèle. C'est une fête des vignerons, Gisèle, mais où justement toutes les références à l'antique ont été supprimées. Et pour les planches de 1889, c'est encore un petit peu différent. On a à la fois la parade, mais on a quelques traitements en perspective qui cherchent à représenter la foule et qui cherchent à représenter une certaine réalité de la parade et non pas une parade qui a lieu sur la page. Et je voudrais terminer, avant de passer la parole à Antonin, sur la fête de 1905 qui finit, je dirais, qui achève cette évolution de la représentation dans le livre de la fête des vignerons, avec la publication d'un album qui correspond à un moment clé dans l'histoire de la fête des vignerons. En 1905, alors que pour les fêtes précédentes, on avait plusieurs artistes qui organisaient le cortège, qui travaillaient aux bannières, là, on a un seul artiste qui va tout organiser. Et le cortège devient mineur par rapport au spectacle qui a lieu sur la place du marché. Et l'importance du cortège est tellement réduite qu'on peut le voir dans l'ouvrage. Et l'ouvrage publié en 1905, l'album, d'ailleurs illustré par un artiste qui sera responsable de la fête pour 1927, les pages de l'album ne donnent plus du tout à voir le cortège, mais les métiers eux-mêmes, les activités de la vigne. Donc là, je vous ai mis les vendanges et les vignerons de printemps. Donc la tradition éditoriale est maintenue, mais le livre n'est plus du tout le lieu de la fête. On a une dissociation entre les deux. À cela s'ajoute en 1905 le recours à la photographie. Et en 1889 également, hein, mais en 1905 de manière encore plus importante, avec Frédéric Boissonnas, donc qui a réalisé de véritables reportages photographiques sur la fête des vignerons. Parmi les premiers reportages photographiques, alors je vous montre juste quelques images. Et on peut dire que les ouvrages qui sont conservés à la bibliothèque de l'INHA autour de cette fête des vignerons de Vevey témoignent certes de l'histoire d'une fête historique, hein, désormais donc au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, mais qu'ils attestent surtout d'une période charnière, quand le livre est encore empreint d'une tradition de diffusion de la fête idéale, une fête imprimée, hein, pour reprendre les termes de Benoît Bolduc qui a travaillé sur ces fêtes du XVIIe, mais qui tente aussi de s'adapter aux évolutions du spectacle populaire, de la fête qui construit sa propre identité au cours du XIXe siècle, une fête populaire fondamentalement politique, et politique parce qu'elle est aussi servie par le livre. Ce qu'on va peut-être voir avec Antonin pour la suite
autour du carnaval. Merci. Donc effectivement, on va passer de la fête des vignerons à Vevey au carnaval romain, puisque la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art conserve un exemplaire exceptionnel du Carnevale di Roma, un album de 20 planches gravées à l'eau forte, d'après les dessins de l'artiste suédois Carl Gustav Hjalmar Morner, qui a été imprimé par Francesco Burlier en 1820. Donc, il s'agit d'un bel ouvrage qui nous est parvenu dans un état de conservation très satisfaisant, dépourvu de toute page de texte, et dont les folios mesurent environ 52 cm de haut. Donc, vous le voyez ici en situation dans l'espace de consultation Doucet à l'INHA. Et les planches ont été mises en couleur, vraisemblablement, à la main et vraisemblablement par l'auteur. Cette mise en couleur fait véritablement toute la valeur de la version de la bibliothèque de l'INHA, en comparaison par exemple de la version conservée à la bibliothèque de Ergena à Rome, qui est identique à celle de la bibliothèque de l'INHA, la polychromie en moins. On le voit ici avec l'exemple que je projette, qui correspond donc à la planche liminaire de l'album. On sait que l'artiste a mis en couleur à la main par lui-même plusieurs séries et qu'il en a fait don au roi de Suède. Un autre exemplaire coloré est effectivement conservé au National Museum de Stockholm. Cependant, rien ne permet aujourd'hui de savoir quand et comment notre ouvrage est arrivé dans la collection Doucet, qui est à l'origine donc, du fonds de la bibliothèque de l'INHA. Hjalmar Morner, né en 1794 et mort en 1837, est aujourd'hui reconnu pour ses séries de dessins et de gravures à caractère folklorique qui ont pour terrain Rome et Naples, mais aussi pour ses dessins humoristiques illustrant la vie des soldats et tournant en dérision ses contemporains parisiens, londoniens et suédois. Son œuvre relativement riche est donc essentiellement une œuvre graphique. Fils de militaire, élève de l'académie de guerre à Karlberg, où il assiste aux leçons de dessin, soldat pendant la campagne d'Allemagne de 1813 à 1814, il participe aux batailles de Grossbeeren, Leipzig, Bornhoft, avant de partir pour l'étranger à la fin de l'année 1816 pour des raisons de santé, mais aussi pour perfectionner son art. Il va alors traverser l'Allemagne, se rendre à Paris, et de là il gagne Rome, où en 1818, il est immédiatement pris en charge par le sculpteur Johann Nicola Bistrom, qui avait acquis la Villa Malta à Via di Porta Pinciana, au nord de Rome. C'est une villa qui se situe aujourd'hui entre la Piazza Balberdini et le parc de la Villa Borghese. Et ce lieu important devint rapidement le foyer de la colonie romaine des auteurs et des artistes suédois, dont Morner a été en quelque sorte l'un des premiers bénéficiaires. Sa première œuvre majeure, qui est aussi la plus importante de toute sa carrière, est le Carnevale di Roma, exécuté alors qu'il avait 26 ans. Cependant, une première série de dessins sur le même thème avait précédé l'album. Exécuté à l'encre sur papier cartonné, vernis de grand format, ces dessins constituaient une frise intérieure offerte par le dessinateur à son hôte, qu'il installa dans un des salons de la Villa Malta pour ensuite la transférer à sa villa Djurgården en Suède, à Stockholm. Cette frise est conservée au National Museum de Stockholm et elle est néanmoins dans un style assez différent de la série gravée, puisque ici l'auteur s'est adapté à la destination de l'œuvre, imitant en l'occurrence un bas-relief sculpté. Cela dit, cette œuvre décorative inspira sans doute l'œuvre gravée, puisque Morner est le premier à avoir représenté le carnaval romain sous la forme d'une succession de scènes, suivant presque le déroulé continu d'une frise. Chaque planche de l'album est accompagnée d'une légende en italien qui indique le lieu où se déroule la scène qui est représentée. Si l'on exclut le folio du titre que j'ai déjà montré, le défilé commence à Piazza del Popolo, d'où partaient les processions de voitures décorées, pour se terminer à l'actuelle Piazza Venezia. À l'autre extrémité de la Via del Corso, l'ensemble de la série se concluant par des illustrations représentant les divertissements de la dernière nuit du carnaval dans des intérieurs. Donc ici, je vous montre une carte très célèbre du XVIIIe siècle qui permet de visualiser ici l'axe principal du Corso, donc en plein centre de Rome. Donc ici, vous avez la Piazza Venezia qui a été beaucoup transformée sous Mussolini et tout au nord, la Piazza del Popolo, donc c'est vraiment le théâtre du carnaval romain. Donc 20 planches gravées en tout dans cet album. Les deux premières illustrent les préparatifs des festivités, montrant les participants enfilant leurs masques, on l'a déjà vu, ou dansant dans la rue. Les 4 planches suivantes représentent les diverses scènes qui se tiennent à Piazza del Popolo. 4 autres représentent la continuité de la procession dans le Corso. Viennent ensuite 3 planches consacrées à la course de chevaux libres, qui était le véritable point d'acmé des réjouissances quotidiennes. 4 planches viennent ensuite et représentent la tradition des moccoletti, lanternes et bougies que l'on allumait au crépuscule lors de la dernière nuit du carnaval. Et enfin, les 3 dernières planches se rapportent à la nuit de veillée qui clôt la fête dans les théâtres et dans les tavernes.
Les réjouissances du carnaval, réminiscence des fêtes saturnales de l'Antiquité romaine, avaient été portées à 9 jours par le pape Paul II en 1466, et c'est lui qui transféra les courses et défilés qui avaient lieu jusque-là à Monte Testaccio, au sud-ouest de Rome, à l'antique Via Lata, près du Palazzo San Marco, où il avait établi son siège. La Via Lata est une rue rectiligne de 1500 mètres qui correspond à la Voie Flaminia de l'époque romaine. Elle est devenue le théâtre des mascarades, des défilés de chars et des courses de chevaux, d'où elle a tiré son nom de Via del Corso à la fin du XVe siècle. Cet espace, c'était important de le rappeler, appelait de lui-même la représentation de la fête qui s'y déroule sous la forme donc d'une frise processionnelle. Le carnaval est étymologiquement carne levare, enlever la viande, ou carnavale, manger la viande, correspondait désormais à la fête, à la semaine qui précède le carême, allant de l'épiphanie au mercredi des cendres, à partir duquel il n'est plus possible de consommer de la viande pendant les 40 jours du carême. Le temps des festivités s'ouvrait chaque jour, midi passé au son de la cloche capitoline. À ce moment commençaient les processions de voitures défilant sur 2 files, celle de gauche venant de Piazza del Popolo et rejoignant la Piazza Venezia, tandis que la tête de cette première file remontait depuis Piazza Venezia jusqu'à la Piazza del Popolo, donc le corso dans l'autre sens, ce qui laissait aux piétons un axe central pour déambuler et aussi les 2 côtés latéraux de la rue, en fait à leurs risques et périls, puisque les voitures étaient défilées à une distance très serrée. Donc fête que le peuple se donnait à lui-même selon Goethe, fête de l'altérité joyeuse plus récemment pour Victor Stoicita, le carnaval romain était un moment permissif mais réglementé, où pouvait s'opérer le renversement provisoire de l'ordre social grâce à l'usage des masques qui permettait à chacun de s'affranchir de sa condition. Un an seulement après sa publication, Johann Wolfgang von Goethe commenta le recueil qui nous intéresse dans son livre journal Über Kunst und Altertum, sur l'art et l'Antiquité, dont je cite un extrait tiré de la première partie du 3e tome paru à Stuttgart en 1821. Monsieur Morner, un Suédois qui vit actuellement à Rome et qui s'emploie dans les arts, a représenté en 20 feuilles gravées à l'eau forte des scènes du carnaval romain, avec beaucoup de fidélité et de vivacité. L'agitation et la houle des masques dans le corso, leurs gestes et leurs costumes caricaturaux, les chars circulant en file, les spectateurs étrangers se déplaçant à travers la foule masquée, les soldats mobilisés pour maintenir l'ordre, la course de chevaux, le soir du carnaval, où chacun entrant et sortant du corso et participant à la réjouissance porte une lampe de cire en feu, la fête au théâtre et enfin le festin dans les tavernes. La représentation de figures aussi variées peut être reconnue comme la réussite propre à ce sujet. Ce sont des esquisses pleines d'esprit mais bien dessinées. Il n'y a pas plus de traits que nécessaire à la clarté requise. Les groupes sont à peu près comme les artistes les auraient vus se produire dans la réalité. Les effets picturaux de lumière et d'ombre ne pouvaient pas être respectés par des feuilles traitées avec autant de légèreté. Le retrait ou l'avancée des figures éloignées ou proches est en revanche efficacement indiqué par le fait que les unes sont seulement décrites avec des lignes douces et simples, tandis que les autres sont plus prononcées grâce à quelques forts traits d'ombre. Donc on le voit, ce texte met en exergue les caractéristiques de l'œuvre du Suédois. La série représente l'intégralité des principaux événements du carnaval, énumérés par Goethe, manifestant ainsi la filiation de l'œuvre avec celle de l'auteur allemand, puisqu'il les avait lui aussi passés en revue dans une description célèbre, la première, illustrée de ce même carnaval, Das Römische Carnaval, imprimée à Berlin par Johann Friedrich Unger en 1789, avec des illustrations gravées par Georg Melchior Kraus, d'après les dessins de Georg Schütz, qui d'ailleurs assure la mise en couleur des gravures. Goethe insiste sur la fidélité du rendu des scènes décrites, tant du point de vue de l'atmosphère confuse des festivités que de la représentation d'après nature des groupes de personnages, témoignant par là d'un intérêt partagé au début du XIXe siècle pour le folklore. Enfin, il s'arrête sur la pratique graphique de l'artiste, économe et claire, fondée sur un travail de la ligne pure, presque sans ombre, où la profondeur de champ est à peine exprimée au sein d'images traitées en quasi-méplat, analyse qui laisse entendre que l'écrivain a commenté une version non colorée de la série des Eaux-Fortes. Donc la première planche que j'ai choisi de présenter, la 4e, révèle l'approche humoristique adoptée par Hjalmar Mauner dans l'ensemble de l'album. Donc une approche qui diffère d'un travail strictement documentaire, comme le sont par exemple les dessins contemporains d'Antoine Jean-Baptiste Thomas, qui s'intéresse lui aux habits du carnaval. Le mode de représentation est dépendant dans une certaine mesure de l'esthétique néoclassique. On se rend compte, surtout dans les figures de la partie droite de l'image, que les figures respectent le principe de l'isocéphalie. Toutes font la même hauteur, les têtes sont alignées sur le même axe horizontal, induisant une représentation des figures en frise. Si l'on met de côté la grande qualité de la mise en couleur, c'est effectivement un travail qui joue sur la ligne pure, sur le cerne des figures. L'intérêt pour le costume et pour le détail vrai reste cependant présent.
Par exemple, au premier plan, le vendeur de confettis portant des paniers remplis de gesso, ces sortes de dragées de plâtre qui servaient de projectiles aux participants lors de véritables échauffourées, ou encore les tribunes de la Piazza del Popolo, qui permettaient d'assister au départ de la course de chevaux à l'arrière-plan. Donc deux éléments qui sont souvent rappelés depuis Goethe et dans les autres descriptions successives. La 6e planche de l'album met en scène un des déguisements emblématiques du carnaval, celui de l'avocat qui apostrophe les passants avec véhémence, sachant que cette véhémence touche à son paroxysme lorsqu'il rencontre un autre avocat ou un autre juge. On l'a déjà vu illustré dans l'ouvrage de Goethe que j'ai montré tout à l'heure. Et dans l'ensemble de cette planche, on va distinguer les 3 principaux acteurs de la fête tels que Morner et Goethe pouvaient les distinguer, les spectateurs étrangers qui ne portent pas de masque, les figures masquées donc des Romains qui participent au carnaval, et la patrouille des gardes, le tout se détachant sur un fond neutre bleu ciel, ce qui montre que, comme dans les recueils qu'on a déjà vus auparavant, c'est vraiment la procession des personnages qui compte plus que le décorum. Donc là, je vous ai mis un détail pour voir la qualité de la mise en couleur. Les 8e et 10e planches se tiennent cette fois-ci dans le corso. Elles mettent en scène les fameuses figures d'Arlequin et de Polichinelle issues de la Commedia dell'arte, mais aussi des figures d'hommes travestis en femmes, comme on peut le voir dans la planche supérieure, ou le mendiant, cette fois-ci dans la planche inférieure tout à droite, le costume de mendiant étant en fait l'un des plus économiques pour l'époque. Il existait cependant de nombreux autres déguisements, tels que le caquero, figure bouffonne, l'apothicaire, le turc ou l'espagnol, le musicien, le médecin charlatan, la statue grecque, etc. Le costume le plus prisé étant néanmoins celui du tabaro, sorte d'ample et simple pèlerine, que l'on distingue par exemple avec le curseur ici, ce personnage qui est complètement mitouflé dans son manteau marron. L'interaction entre les figures de la rue et celles qui assistent à la fête depuis le balcon est illustrée par le motif de l'amant offrant un bouquet de fleurs à sa bien-aimée, grâce à une échelle du jardinier donc, qui est rétractable et extensible. Donc ici, on peut le distinguer à nouveau à l'arrière-plan, au centre de la planche inférieure. Et c'est un thème qui a été beaucoup apprécié par les artistes qui ont traité du carnaval, comme l'attestent par exemple les illustrations de Bartolomeo Pinelli, qui est l'un des principaux dessinateurs italiens ayant travaillé du carnaval et avec lequel Morner entretient un lien de filiation manifeste, ou encore cette autre illustration attribuée à Stanislao Morelli. La 12e planche illustre la course des Balberi, du nom donné aux chevaux étrangers qui étaient souvent les plus rapides, course qui avait lieu donc chaque soir à la fin de chaque journée du carnaval, après que le corso était préalablement couvert de puzzolane, c'est-à-dire cette espèce de terre qu'on jetait à terre pour éviter que le sabot des chevaux glisse sur le pavé. On distingue que les équidés étaient lancés depuis Piazza del Popolo jusqu'à l'autre extrémité de la rue, sans bride et éperonnés par une boule hérissée de piquants reliée à un cordon qu'on distingue très nettement donc, sur le flanc des chevaux qui sont représentés au premier plan. À l'arrière-plan, les luoghi, c'est-à-dire ces échafaudages ou ces chaises louées par des vendeurs aux spectateurs, ainsi que les drapés fixés au rebord des fenêtres et décorant les murs, participaient à rendre le corso presque habitable au dire de Goethe. Ici, le traitement très allongé des corps des chevaux, la répétition systématique de leur attitude, évoque irrésistiblement la course du Derby d'Epsom peint par Théodore Géricault en 1821 qui est conservé au Louvre. Il faut d'ailleurs signaler que l'artiste avait représenté la course donc, de chevaux libres à Rome dans un tableau donc, du même nom conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille peint en 1817. Alors je vous présente maintenant la 13e planche qui représente une des étapes de la dernière veillée, celle de l'illumination du corso par les lanternes et bougies de cire qu'on appelait mocoletti. Donc à cette occasion, chacun portait son luminaire et tentait d'éteindre celui de son voisin, à la clameur de l'imprécation sia ammazzato, dire à mort un tel ou un tel, en fait en fonction des personnes qu'on pourrait rencontrer. C'est un dérisoire appel à la mort appliqué à tout ce qui pouvait en être tout ce qui pouvait en être l'objet, et poussé à cette occasion par l'ensemble des participants comme un cri de ralliement. Le thème a d'ailleurs été retenu par de nombreux artistes, donc là je montre à nouveau une illustration de Bartolomeo Pinelli, donc toujours ce célèbre dessinateur. Hop. Enfin, les 2 dernières planches de l'album illustrent la fin de la fête dans un théâtre où se tient un bal pour la société mondaine, ou dans une taverne pour les participants les plus humbles. La planche 19, celle qu'on voit en partie supérieure en fait, et la suite de la planche que j'ai présentée donc, au tout début de la communication
Je vais montrer simplement un extrait, et ce sont les 2 planches les plus belles de l'album, puisqu'elles sont les plus colorées, notamment en raison donc du ce rideau à l'arrière-plan rose qui permet vraiment de faire ressortir l'ensemble des couleurs. On distingue le motif de la flascata, la paysanne de Frascati, figure devenue archétypale pour les peintres et dessinateurs, notamment soi-disant de scènes de genre au XIXe siècle, qui côtoient au théâtre des personnalités distinguées, tandis qu'à l'auberge, les convives ont abandonné leur masque et profitent du repas frugal du Mardi Gras avant l'entrée dans le carême. Encadrée par les couples entrants et sortants, la table centrale s'inscrit sur un fond composé de 3 arcades structurant l'espace, perçus selon un point de vue strictement frontal, comme l'est d'ailleurs la lampe juste au-dessus de cette table, qui n'est pas sans évoquer certains tableaux précurseurs du néoclassicisme, comme la scène de Poussin par exemple, notamment celle de Belvoir Castle, donc des années 1130-1140, qui était dans la première série des 7 sacrements pour Pozzo. Dans cette dernière planche, l'association paradoxale d'un registre humoristique, d'un souci du détail presque documentaire et d'une esthétique manifestement d'ascendance néoclassique, propre à Mörner, est tout à fait sensible. Elle fait toute l'originalité de l'album de l'INHA, clairement affranchie du modèle de représentation séculaire de la procession, de chars et de personnages disposés sur un ou sur plusieurs registres superposés, et caractéristique de la grande majorité des livres de fête de l'Ancien Régime qu'on a pu voir grâce aux 2 communications précédentes, et qui étaient encore perpétuées du temps de Mörner et après lui. Enfin, je vous remercie. Et juste peut-être pour terminer, les ouvrages ne sont pas là, mais si vous voulez les voir lors des Journées européennes du patrimoine, il y aura quelques-uns d'exposés. Donc voilà. Je vais aussi terminer là-dessus sur la possibilité de les voir directement en septembre. Vous avez des questions Oui, tout à fait. Donc, nous n'avons pas pu en présenter, par exemple, de photographies à propos de Vevey parce qu'il n'est pas encore arrivé jusqu'à nous, mais nous l'avons acheté. Donc, nous avons acquis très récemment un rouleau montrant les mêmes planches que celles qui sont présentes dans un des ouvrages, celui de 1833, mais mis en couleur. Nous avons aussi acheté récemment des placards liés à la réglementation sur les fêtes. Donc nous continuons effectivement à acheter des ouvrages liés à cette thématique en essayant de mettre l'accent justement sur le 19e, 20e siècle et sur les pays étrangers éventuellement ou sur des fêtes effectivement populaires dans la mesure où pour la période de l'Ancien Régime, la collection est déjà extrêmement riche et en fait on a du mal à voir passer en vente des ouvrages que nous n'ayons pas déjà. Même si bien sûr nous sommes entourés aussi d'autres collections très riches comme celle de la Bibliothèque nationale de France et nous essayons aussi de ne pas doublonner avec la Bibliothèque nationale. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'achète pas non plus beaucoup d'ouvrages de l'Ancien Régime ou d'ouvrages français. Si je peux rajouter, il y a des choses aussi étonnantes. Enfin là, on a fait un choix, mais il y a des albums qui sont autour de la fête des écoles, par exemple, une fête des écoles en 1905, et de différentes sortes de fêtes. Là, on a fait des choix qui correspondaient à des fêtes populaires. La fête des écoles, c'est le cas. Et avec justement, en 1905, là, un livre de fête qui ne présente que des photographies de la fête, et qui a été publié a posteriori. Voilà, c'est des formats qui sont aussi étonnants. Alors, on n'a pas les tirages, à part ce qu'Antonin disait, par exemple, pour les 20 exemplaires mis en couleur. En tout cas, c'est un des paradoxes, on n'en a
parlé ensemble en préparant, c'est que qui dit livre dit de toute façon élite, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, puisque la très très grande majorité de la population ne sait pas lire. Les ouvriers du livre étant un cas à part en fait de classe populaire sachant lire. Et de ce fait, ça reste des productions, en tout cas pour ceux que l'on vous a montrés, qui sont peu diffusées dans la mesure où le soin apporté aux illustrations est extrêmement important et donc induit un prix important des livres. La seule exception, c'est sans doute, je pense, la Vevey pour la fin de la période. Oui, en fait, d'après j'ai pas réussi à avoir les tirages, le nombre d'exemplaires, mais on a clairement un changement à partir de 1905, où là le type de livre n'est pas du tout le même, et on parle d'album officiel, et on est beaucoup moins dans la célébration de la fête que dans un album qui présente la vie dans le Vaudois et la vie des vignerons, et donc qui n'a pas du tout les mêmes objectifs non plus. Bon, merci à vous, et bonne suite de festival.